Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce démo day du wagon, celui du batch 527 en data science. On est ravis de vous accueillir, que vous soyez sur place ou derrière vos écrans, pour ce deuxième démo day du mois de mars. Aujourd'hui, on va voir le résultat du dur labeur de ces 9 dernières semaines, ou plutôt des 10 derniers jours, mais en tout cas des élèves qui ont été avec nous les 9 dernières semaines en data science. On est très heureux de voir le résultat de ce travail. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Wagon, c'est un organisme de formation qui accompagne les profils créatifs dans leur montée en compétences ou leur reconversion. On est là pour former au métier de demain, que vous ayez un profil d'entrepreneur, un profil étudiant ou tout simplement quelqu'un qui cherche à s'investir davantage dans la tech. Aujourd'hui, le Wagon, c'est plus de 40 villes à travers le monde, une communauté internationale avec 10 000 alumni qui vont bientôt être rejoints par 9 nouveaux alumni bordelais. Et on en est très très fiers car il s'agit de la deuxième session data à Bordeaux. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec la présentation du premier projet, celui de EV Park, qui va parler de disponibilité des bornes de recharge des voitures à Paris, avec Shervin, Bader, qui n'est pas sur place, mais qui nous regarde attentivement du coin de l'œil, et j'ai oublié Nicolas. C'est à vous les garçons. Bonjour à tous et à tous. Donc, comme l'a présenté Julia, on va vous présenter notre application qui s'appelle EV Park. Donc, EV Park, c'est quoi? Donc, en fait, c'est une application. Donc, EV, peut-être avant de commencer, EV, ça veut dire Electrical Vehicle. Donc, EV Park, c'est une application qui va vous permettre en fait d'optimiser votre itinéraire en voiture en fonction de la disponibilité des bornes de recharge. Donc concrètement, en fait, comment ça se passe? L'application, dans un premier temps, en fait, elle prédit la disponibilité des bornes de recharge, et puis, en fait, dans un second temps, en fait, elle va optimiser notre trajet en voiture en fonction de ces disponibilités-là. Mais avant de vous présenter cette application, on va dans un premier temps vous présenter en fait les enjeux liés à l'augmentation du nombre de véhicules électriques en France. Dans un second temps, en fait, on creusera la problématique de la disponibilité des bornes de recharge à Paris. Et enfin, dans un dernier temps, on vous présentera l'interface de notre application EV Park et on fera également une petite démo live de celle-ci. Effectivement, le marché des voitures électriques est un marché en très forte croissance. On peut dire qu'aujourd'hui, on est au stade embryonnaire. En quelques chiffres peut-être, en 2021, le nombre de voitures électriques en France était d'environ 250 000 voitures. Ce qu'on prédit, alors ici c'est le chiffre de Fondation pour la Nature et l'Homme, mais en tout cas, généralement on dit qu'on va être à plus de 10 millions de voitures électriques en France, ce qui fait x50 par rapport à 2020. C'est énorme. Donc nous, on s'est posé la question de comment les bornes vont pouvoir satisfaire cette demande-là très croissante de voitures électriques et de la recharge. On s'est focalisé sur Paris. Alors le marché parisien est un peu découpé avec deux fournisseurs, Bilib et aussi Paris Recharge. Donc c'est les bornes ex-Autolib pour ceux qui connaissent. On a eu accès à la data de Belib, ce qui représente 270 bornes sur Paris. Et la data qu'on a utilisée est entre fin 2019 et fin 2020. Alors on s'est focalisé sur la problématique de la disponibilité. Ce qu'on voulait voir, c'est est-ce qu'il y a des moments spécifiques, des bornes spécifiques où on a des problèmes de disponibilité. Alors juste avant de commencer et partir dans les graphiques, c'est intéressant de savoir comment fonctionnent les bornes Bilib sur Paris. Alors dans une station, on a 3 bornes. La première et la dernière sont des bornes de recharge accélérée, c'est-à-dire qu'en 30 minutes, on peut environ recharger 50% de la batterie. Et il y a une troisième borne au milieu, la T2, qui est un peu plus lente, la borne standard, et en 4 heures, on peut recharger 50% de la batterie. Donc naturellement, ce qui s'est fait, c'est une différenciation de la tarification. Et pour les bornes un peu plus lentes, la tarification est gratuite pendant la nuit. Donc intuitivement, ce qu'on s'est dit, c'est que à cause de cette tarification-là, on va pouvoir voir une saisonnalité. Donc c'est ce qu'on a essayé d'aller creuser.
Si on va sur notre interface d'analyse, donc à gauche, on peut sélectionner les paramètres. Donc le KPI, là pour l'instant, on peut aller sur les available, la disponibilité. On va prendre les standards, ceux qui sont gratuits pendant la nuit. Au milieu, on a toutes les stations sur Paris avec les histogrammes qui correspondent à la disponibilité des bornes. Et à droite, on a un graphique qui montre la moyenne par heure de la disponibilité. Et ça confirme notre intuition qui est que la disponibilité des bornes est plus faible pendant la nuit et plus forte pendant la journée. Et c'est ce qu'on voit ici sur la courbe. Et la courbe grise, en fait, qui entoure ça, c'est l'intervalle de confiance, ce qui montre que la majorité des journées qu'on a observées sont dans cet intervalle-là. Donc c'est un pattern qui se reproduit dans la majorité des cas. Ensuite, en voyant ça, c'est juste une moyenne, on se dit, est-ce qu'il y a certaines bornes, en particulier, à certains moments, qui ne sont plus disponibles et qui sont contraints? Donc là, pour l'instant, l'heure sélectionnée, c'est de minuit à 1h, ce qu'on voit ici sur l'aire du graphique. Et on peut regarder ce qui se passe pendant toute la journée sur les stations à Paris. Donc si on prend une date en particulier, en milieu de semaine, donc un mardi par exemple, le 12 décembre, et on regarde l'évolution, on voit que déjà, dans la nuit, dans le 15e et dans le 17e, il n'y a pas beaucoup de disponibilité. On arrive dans la journée, il y a beaucoup plus de disponibilité sur toutes les bornes. Et enfin, quand on revient vers la nuit, on voit que ces mêmes bornes ne sont plus disponibles dans le 15e et dans le 17e, dans cet exemple-là. Donc, on est allé creuser un peu plus loin et on a vu effectivement qu'il y avait des patterns qui se reproduisaient. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser les statistiques et la data science pour essayer de prédire la disponibilité de ces bornes-là pour pouvoir indiquer à nos clients où ils peuvent aller recharger leur voiture et leur proposer éventuellement un itinéraire. C'est donc ce qu'on vous propose à travers l'application du EV Park, c'est justement de prédire la disponibilité de ces bornes de recharge électrique dans Paris. Et donc rapidement, si on va sur l'application, donc ça se présente un petit peu comme Google Maps. En fait, on a une map en fait qui va nous donner l'itinéraire de notre point de départ jusqu'à notre point d'arrivée, et elle se décompose en deux parties. Une première partie en voiture, donc ici le tracé bleu, et une seconde partie à pied en vert. Donc le point de départ est schématisé par la petite maison en bleu marine et le point d'arrivée par le point vert. Les points bleus correspondant en fait aux stations Bélib sur lesquelles on va avoir des bornes de recharge. Dans le cas présenté ici, on voit qu'à chaque fois, on le voit dans le tableau ci-dessous, à chaque fois on a une borne de recharge, donc ici standard, qui va être disponible à 21h ce soir. Donc là, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt finalement de cette application? C'est tout simplement un Gmaps reproduit, mais autrement. En fait, si on prend par exemple un autre exemple, si on part de Gare Montparnasse et qu'on va dans le 18e, donc on va aller rue Eugène Sou, qui est mon domicile à Paris. Et donc on va voir, donc je vais juste attendre que Shervin termine de rentrer tout ça. Donc, ce qu'on va voir, en fait, c'est que l'application va me proposer un itinéraire et elle va me faire passer, en fait, vers une station Bélib qui n'est pas celle qui est située le plus proche de chez moi. Et en fait, elle va me diriger vers une autre station Bélib qui est située en bas de Montparnasse, ce qui va impliquer une marche à pied un peu plus longue, mais au moins, j'aurai la garantie d'avoir une borne de recharge disponible à 21h, enfin, plus précisément, exactement, à 21h15, qui sera en heure d'arrivée en bas de Montmartre. Donc voilà, en fait, tout l'intérêt de cette application par rapport à une application Gmaps classique, c'est qu'on va avoir la disponibilité des bornes de recharge à une date et une heure donnée dans le futur. Donc, pour faire cette prédiction, on a utilisé en fait un modèle qui s'appelle LightGBM, qui a été développé par Microsoft. Rapidement, puisqu'on n'a pas forcément énormément de temps, mais je répondrai volontiers à vos questions après la présentation. Mais en gros, en quoi consiste un modèle LightGBM? En fait, c'est l'agrégation de plusieurs modèles. On appelle ça une méthode ensembliste. Et en fait, on va agréger de manière séquentielle plusieurs arbres de décision. Donc, si on monte la slide d'après, on voit qu'on va avoir plusieurs arbres de décision. Et en fait, chacun de ces arbres de décision va apprendre de l'arbre du modèle précédent. Et en fait, on va itérer sur plusieurs
arbres de décision et chacun des modèles va s'améliorer par rapport aux défauts du précédent. Et donc, on va avoir une prédiction qui va être meilleure que si on avait utilisé un seul modèle, bien sûr. Donc voilà, en fait, tout l'intérêt de ce modèle-là, c'est qu'on va avoir une bonne précision, mais aussi ce modèle-là, LightGBM, présente l'avantage, d'où son nom Light, d'être adapté finalement pour des données volumineuses et complexes. Et il l'a déjà prouvé par le passé, c'est pour ça qu'il est régulièrement utilisé dans pas mal de challenge data. Il a remporté pas mal de prix, notamment le prix Walmart. Et c'est pour ça qu'on a tout de suite, assez rapidement pensé à celui-là. On a bien sûr quand même testé d'autres modèles comme le RNN ou d'autres choses comme ça, mais c'est celui-là qui nous donnait les meilleurs résultats. Et le scoring qu'on a utilisé d'ailleurs était le MAE, on n'a pas précisé. Ici. Bon, bien sûr, là, je vous ai présenté que les avantages. Il y a quelques désavantages aussi. Le problème, notamment des arbres de décision, c'est qu'on va avoir un risque d'overfitting, c'est-à-dire qu'en fait, notre modèle va s'entraîner un petit peu trop sur les données d'entraînement et il va avoir du mal à reproduire en fait ce pattern sur les données futures. Mais en fait, en jouant avec les paramètres et notamment sur la profondeur des arbres de décision, on va être capable de réduire cet overfitting et d'optimiser en fait notre prédiction finale. Donc voilà pour notre projet, donc sur le modèle. Merci pour votre attention et merci le wagon pour ces 9 semaines. Merci à tous les trois pour ce premier projet Data Science qui était super intéressant. On va sortir du domaine de l'urbanisme et de la durabilité pour aller vers un autre domaine technique très intéressant qui est celui de l'e-santé. On va voir le deuxième projet avec Léo, Terence et Tom qui vont nous parler de leur application de diagnostic, d'aide au diagnostic à partir d'images de fond d'œil qui s'appelle AI, si je le dis bien. C'est bien ça. C'est AI. à vous. Mesdames, Messieurs, qu'est-ce que AI ? AI, c'est la plateforme d'aide au diagnostic pour les professionnels de la santé, et plus particulièrement pour les maladies oculaires. D'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il y aurait 2,2 milliards d'individus touchés par des problèmes oculaires, et dont 1 milliard qui auraient pu être évités s'ils avaient été diagnostiqués beaucoup plus tôt. Et c'est là que AI intervient, évidemment, pour aider les médecins à faire des diagnostics beaucoup plus rapides et beaucoup plus juste et évidemment moins coûteux. Pour ce faire, on s'est rapproché d'un hôpital qui nous a mis à disposition évidemment sa base de données de 6000 patients anonymes, RGPD, restez calme. Et avec cette base de données, on a récupéré évidemment les 12 000 images de fond de l'œil qui nous a permis évidemment de travailler et préparer notre modèle pour ça. Donc, parmi ces 6000 patients, il y a autant d'hommes que de femmes. On peut voir que la moyenne d'âge est de 60 ans environ. Et pour aller plus loin, nous allons commencer par voir le fonctionnement global d'un œil humain. Donc on peut voir que la lumière rentre par la lentille pour aller jusqu'à la rétine, qui convertit l'image en signal électrique pour ensuite être guidée jusqu'au cerveau par le nerf optique. La partie qui nous intéresse, nous, c'est représentée par le numéro 4 sur l'image qui correspond à une photo de fond de l'œil. On peut voir ici l'exemple d'une image de fond de l'œil d'un œil normal, sans aucune maladie. Et ici, un exemple de chaque maladie différente dans notre jeu de données. Donc, par exemple, l'hypertension, nous pouvons voir la dilatation importante des vaisseaux sanguins, ou bien avec la cataracte, où il y a un voile blanc qui correspond à l'opacité du cristallin. Donc, la répartition des maladies est comme ceci. Donc, il y a autant d'œil sain, normal, que d'œil malade. La catégorie Other représente des maladies anecdotiques et le reste des maladies est réparti de façon équilibrée, ce qui va pouvoir nous permettre d'entraîner un modèle d'intelligence artificielle le plus précisément possible. Exactement. Et on n'a pas fait un seul modèle d'intelligence artificielle, mais 3 modèles montés en série comme ceci. Un premier modèle qui prend en entrée l'image fournie par l'utilisateur, qui est normalement une image de fond d'œil. Si l'image ne ressemble pas à une image qu'on a utilisée pour l'entraînement de nos modèles, alors on va jeter, parce qu'on n'a pas envie de prédire une cataracte pour une image de lapin, par exemple. Ensuite, les images qui ont passé le premier test vont rentrer dans un deuxième modèle de deep learning qui, celui-ci, va déterminer si l'œil est sain ou non. Il nous reste ensuite plus que les yeux qui sont normalement malades et on a un dernier modèle de deep learning qui va classifier ces images
en maladie et on aura notre diagnostic. Tous nos 3 modèles sont ce qu'on appelle des CNN, donc des réseaux neuronaux convolutifs, donc qui marchent sur la convolution. La convolution, qu'est-ce que c'est? C'est une opération entre une matrice, un noyau de convolution et les pixels de notre image. Et grâce à cette opération, on va obtenir des images soit plus nettes, soit on va pouvoir détecter les contours des objets qui sont présents dans l'image. Ou alors on va aussi pouvoir faire du flou et plein d'autres opérations de traitement d'image. Maintenant, nous allons voir ce qu'est le CNN en soi. Donc, ce modèle est composé de 2 blocs principaux. Le premier bloc utilise la convolution et va faire plein d'opérations de convolution en parallèle et sur plusieurs couches afin d'extraire et de hiérarchiser toutes les caractéristiques, les features des images. Ensuite, on a un deuxième bloc que l'on retrouve dans tous les réseaux de neurones standards. Et on a notre réponse, vous avez glaucome ou la cataracte. Pour entraîner un modèle comme celui-ci, il nous faut des images, il nous faut aussi des labels. Donc les labels, ça va être les diagnostics que les docteurs ont déjà établis. On va envoyer des images par paquet dans notre modèle. Ils vont franchir toutes les couches. Arrivé à la fin, le modèle va savoir si c'est bien débrouillé ou non en fonction des labels et va revenir par rétropropagation sur les paramètres en partant de la fin pour les pitcher comme s'il accordait une guitare. Sauf que là, on a des dizaines de millions de paramètres. Pour avoir des résultats un peu meilleurs, on a eu recours à ce qu'on appelle le transfer learning. Qu'est-ce que le transfer learning? C'est le fait d'utiliser des modèles qui ont été créés et entraînés par des grandes boîtes tech. Je vais citer le VGG16 et l'Inception V3. On utilise l'architecture, on prend l'architecture de ces modèles qui ont été testés et approuvés depuis 2014, mais on prend aussi tous les paramètres qui ont été entraînés sur des millions d'images. Pour le VGG16 par exemple, ce modèle a été entraîné sur 15 millions d'images. Donc on va juste prendre le premier bloc de ces modèles et on va le plug and play sur nos modèles à nous qu'on va réentraîner sur des images de fond d'œil et on aura des meilleurs résultats. On a aussi utilisé la data augmentation. Ça, c'est lors du processus d'entraînement du modèle. On va un petit peu modifier les images en donnant une image miroir ou en augmentant l'intensité ou en tournant les images, ce qui fait que le modèle va avoir plus d'images différentes et va être un petit peu plus robuste. On passe maintenant aux résultats. Sur notre premier modèle qui détermine si on a bien une image de fond d'œil, on a à peu près un score de 100%. Il arrive à trouver 100% des images de fond d'œil. Pour le deuxième modèle, on a 80% de bonnes réponses pour prédire si l'œil est sain ou non. Et pour le troisième modèle de classification, on a les résultats qui sont affichés dans cette matrice de confusion. Il faut regarder en priorité les valeurs en diagonale. C'est les valeurs où la valeur prédite et la valeur du label correspondent. Donc on a 92% de cataracte et 92% de myopie qui ont été trouvés par notre modèle. Pour ce qui est du glaucome et des dégénérescences maculaires liées à l'âge, donc le petit a, on a 2/3 de bonnes réponses. Et pour l'hypertension, notre modèle ne sait pas trop encore s'il doit le mettre en hypertension ou dans la catégorie other, où il y a différentes maladies qui rajoutent un petit peu de bruit. Voilà. Maintenant que vous savez exactement comment notre application fonctionne sous le capot, on va évidemment vous présenter notre application. Une application qui est en bêta, mais qui est déjà disponible et en ligne, à l'URL évidemment odrecognition.herokuapp.com. C'est une application certes en bêta, mais elle est déjà fonctionnelle. Les professionnels de la santé peuvent déjà l'utiliser et on va évidemment la tester ensemble. Petit aparté, toutes les photos qu'on va utiliser, c'est des photos que notre modèle n'a jamais vues. Et nous non plus finalement, donc à tout moment ça peut être dramatique sur les résultats qu'on va avoir et on va tester le premier modèle, la première intelligence artificielle, c'est-à-dire un œil, mais un œil qui ne correspond absolument pas à notre modèle, ce qu'il a déjà vu et donc du coup il va l'analyser. Évidemment comme notre site est déployé sur Heroku et notre API évidemment fait appel à notre serveur qui est sur Cloud Platform. Évidemment, les temps de réponse sont un tout petit peu longs et il faut lancer les serveurs. Comme c'est évidemment une bêta, je le répète. Et voilà, donc là il est lancé, il vient d'analyser la photo, il vient de détecter du coup que cette photo n'est pas du tout une image de fond d'œil. Il nous demande évidemment de télécharger, enfin d'uploader une autre image. Donc là on va passer à un œil sain. La seule information qu'on a, c'est le label du coup, label N. Et donc là si on lance l'analyse,
il le lance, et du coup, il analyse, et là, normalement, il détecte que c'est un œil tout à fait sain. Et donc là, on va passer au troisième test, au plus important, celui de prédire quelle est la maladie que l'œil a. Et donc là, du coup, on va prendre une maladie labellisée hypertension, H, et donc là, moment de suspense, hypertension avec une certitude de 95%, 94%. Pour réaliser ce projet dans des délais impartis très courts, on a utilisé un workflow et certains outils. Pour les plus tech d'entre vous, évidemment, vous allez reconnaître certains logos, évidemment que tout a été développé en Python. L'interface web, on a utilisé évidemment une petite librairie Streamlight. L'API, on l'a dockerisé en quelque sorte, on ne va pas rentrer dans les détails. Upload sur Heroku, comme dit juste avant, et uploader sur Google Cloud Platform. Évidemment, c'est un projet data, c'est une formation data. Évidemment, on ne pouvait pas se quitter sans quelques chiffres. Et donc, du coup, notre projet, c'est 12 modèles testés, évidemment, pour trouver le modèle qui correspondait au mieux pour avoir les prédictions les plus justes. C'est aussi 72 heures d'entraînement de nos modèles. C'est pour les techs, pour les devs, c'est 25 branches GitHub créées et 14 jours de pur plaisir. Et ça, c'est grâce à vous. Merci beaucoup aux professeurs et aux TA qui étaient présents et nous ont accompagnés. Et pour faire une petite... revenir un peu en arrière, quand on était... avant de faire le wagon, quand on regardait les presses des anciens batchs et les projets qu'ils faisaient, on se disait, mais c'est quoi cette sorcellerie? C'est incroyable, on veut savoir faire ça. Et du coup, maintenant, après ces 9 semaines et ces 2 dernières semaines de projet, on peut dire que nous aussi, on est un peu devenus des sorciers. Et c'est grâce à vous. Et merci beaucoup. C'était un projet présenté par Léo Véron, Tom Désiré et Terence Martin. Merci. Merci beaucoup, Terence, pour cette conclusion. Je crois que je parle au nom de toutes les équipes pédagogiques et la team du wagon en te remerciant pour cette déclaration enflammée. Ça nous touche énormément. Et au-delà de ça, on est très heureux d'y voir plus clair sur un sujet qui était très flou pour nous. Voilà, c'est tout pour moi. On va enchaîner maintenant avec le dernier projet de ce batch Data Science. Comme vous le savez, on accompagne pendant cette formation des profils ingénieurs, des profils scientifiques avec un excellent niveau. On les accompagne dans leur montée en compétences. Tout à l'heure, je parlais de profils créatifs et je ne me trompais pas puisqu'on va parler d'un projet avec une forte dimension créative. J'en veux pour preuve donc The Sketching Game, ou comment jouer au Pictionary avec une intelligence artificielle. Je vous laisse juger. Et pardon, tout ça avec Camille, Mohamed et Thomas. Pardon, merci. Merci Julia et bonjour à tous. Ok, ça marche. Changement d'univers, comme Julia l'a dit, on va parler art, dessin et plus précisément, on va vous expliquer comment on a réussi à apprendre à une intelligence artificielle, un programme informatique, à reconnaître ce qu'une personne avait dessiné. Donc pour ce faire, en fait, pour ce projet, on avait besoin de 3 éléments principaux. Le premier, de la data. On avait besoin d'une base de données pour apprendre à notre programme, à notre modèle, en fait, à reconnaître les caractéristiques des différentes possibilités de dessin qu'il serait amené à rencontrer par la suite. Donc grosso modo, l'aider à se construire un référentiel auprès duquel il pourrait confronter les nouveaux dessins qu'il rencontrerait pour pouvoir les identifier facilement. Deuxième élément dont on avait besoin, c'est un modèle, donc un algorithme qui pourrait répondre à notre problématique, donc à savoir traiter et interpréter des images en grande quantité et être capable de les catégoriser, de les classer de manière pertinente dans la classe lui correspondante parmi une multitude de possibilités. Le dernier élément dont on avait besoin, sachant qu'on voulait faire quelque chose de ludique et d'interactif, c'était une interface utilisateur. Grosso modo, un site web qui serait connecté à notre algorithme et avec lequel, en fait, n'importe qui pourrait venir jouer, challenger notre algorithme avec son propre dessin et vérifier si les prédictions de notre algorithme étaient pertinentes ou non. Donc, c'est un peu les 3 gros points qu'on va vous détailler aujourd'hui. Et on va tout de suite enchaîner sur le premier, donc en vous donnant un peu plus de détails sur la data utilisée pour ce projet. Donc pour notre projet, on s'est basé sur une base de données propriétaire Google qui s'appelle QuickDraw, qui est finalement la plus grosse base de données de dessins et de croquis au monde à l'heure actuelle. On a eu l'occasion de pouvoir tester, en fait, de jouer avec un dataset de plus de 50 millions d'images déjà labellisées en plus de 340 catégories. Donc c'était une véritable mine d'or pour nous, puisque ça signifiait en fait qu'on avait directement la donnée presque quasiment prête à l'emploi pour développer notre projet.
Donc vous pouvez voir ici par exemple deux exemples de données avec lesquelles qu'on a pu utiliser pour ce projet. Donc à gauche, vous avez des exemples de dessins de la catégorie flamant rose, et à droite, vous pouvez voir des exemples de dessins pizza. En regardant un peu plus en détail, en explorant cette base de données, on a pu se rendre compte d'une problématique qu'on n'avait pas forcément anticipée au début de ce projet. C'est qu'au sein d'une même catégorie, finalement, il existait une grosse diversité de dessins différents. Typiquement, si on regarde la catégorie pizza, qui est assez représentative de cette problématique, on se rend compte que certaines pizzas sont donc des pizzas entières, donc des formes rondes, alors que d'autres dessins sont représentés par des parts de pizza, donc des formes triangulaires. Ça peut paraître anodin comme ça, mais finalement pour nous, c'était un niveau de complexité beaucoup plus important que ce qu'on avait anticipé, puisqu'on avait finalement demandé à notre algorithme, à notre programme, de regrouper sous une même catégorie des éléments qui, a priori, n'avaient aucune ressemblance entre eux. Donc projet complexe, mais pas impossible, et je vais laisser la parole à Mohamed qui va vous expliquer comment on a fait pour tacler ce problème. Donc maintenant qu'on a récupéré la data, on va devoir construire un modèle qui est capable, qui soit capable de traiter des images en grande quantité, mais dans un premier temps, mais aussi de pouvoir derrière les catégoriser. Donc pour ce faire, on a suivi plusieurs pistes, et celle qui ressortait le plus, c'était utiliser un modèle Deep Learning CNN. Donc pour réseau de neurones convolutifs. Donc je sais que ça peut paraître barbare, mais ça veut tout simplement dire que on a un algorithme qui va pouvoir nous permettre de catégoriser nos images, de les classifier. Donc comment ça fonctionne? On donne en entrée des images. Ici, on avait plus de 50 millions de dessins. Ça représente 130 gigas de données à charger en mémoire, donc ça représente une volumétrie assez considérable. Donc nous donnons notre dessin, et derrière, lui, en sortie, va se charger de trouver la bonne catégorie à ce dessin. Donc, par exemple, ici, on lui donne en entrée un dessin de flamant rose, et lui va pouvoir derrière nous dire que ça appartient bien à la catégorie flamant rose. Et donc ici, toute la complexité de ce problème, ça va être mesurer la performance de notre modèle à donner la bonne catégorie de l'image. Et donc pour ce faire, on utilise la métrique qui sert à évaluer la pertinence, la fiabilité de notre modèle, à pouvoir prédire. Et donc, en règle générale, pour ce genre de problème de classification d'images, on utilise généralement l'accuracy. Mais on s'est vite rendu compte que, au vu du nombre de catégories qu'on avait, c'est pas rien, on en a 345, ce qui est énorme. L'accuracy ne servait pas à notre projet. Et donc, on est parti sur une autre métrique qui est le kappa score, et qui, lui, est beaucoup plus performant, qui nous aide à avoir une meilleure performance pour notre modèle. Et ici, on peut voir qu'on a un nombre de catégories et qu'on a une performance pour nos différents modèles. Donc, on a testé différents modèles, à savoir là, ici, 4. Et donc, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que plus on augmente le nombre de catégories, plus la performance de mon modèle va diminuer. Et donc, on a dû trouver un compromis entre avoir une performance pour notre modèle qui soit bien, qui soit bon, et aussi un nombre de catégories assez grande. Et donc, on est parti sur le troisième modèle qu'on peut voir, qui est le modèle avec 190 catégories. Et donc, maintenant qu'on a sélectionné notre modèle, ensuite, on va essayer de vous le rendre accessible au public, à vous. Et donc, pour ce faire, nous allons parler de l'interface utilisateur dont Thomas va parler. Donc effectivement, pour pouvoir tester notre modèle de manière simple et rapide, on a développé une application qui comprend donc une interface utilisateur et un service. L'interface utilisateur va permettre à un utilisateur de sélectionner un ensemble de catégories, d'abord, sur lesquelles on a entraîné notre modèle, et une image, puis ensuite les passer au service. Côté service, donc il y a plusieurs étapes qui vont être faites avant la prédiction. Il faut d'abord formater l'image de manière à ce qu'elle soit au même format que les images qu'on a utilisées pour entraîner le modèle, puis récupérer le modèle avec les paramètres qu'on a passés et le charger en mémoire. Une fois que c'est fait, on peut lancer la prédiction. On récupère en résultat un ensemble de probabilités
sur toutes les catégories du modèle et ensuite on va sélectionner les plus importantes, les meilleures et on va les renvoyer à l'interface utilisateur. Donc tout ça c'est très théorique, mais on va maintenant utiliser l'application qu'on a développée pour jouer un petit peu avec notre modèle. Donc voilà notre application. Comme vous pouvez le voir en haut, on a défini un ensemble de catégories sur lesquelles on a entraîné notre modèle. Donc on va en sélectionner un, par exemple moyen de transport. On va sélectionner une image, donc par exemple celle-ci, et on va lancer une prédiction sur cette image. On obtient comme résultat à 70% un van. En deuxième position, on trouve un bus écolier. En troisième position, un bus. On voit que la prédiction de notre modèle est plutôt bonne. Si on choisit un autre ensemble de catégories, donc par exemple all catégories, on va avoir une prédiction différente parce qu'on a beaucoup plus de catégories et des catégories beaucoup plus variées. On obtient quand même 86% une voiture, ce qui est un bon résultat, moins pertinent que le précédent, mais quand même un bon résultat. Donc on a poussé notre idée un peu plus loin, on s'est dit que ça serait bien si on avait une interface qui nous permette de faire un dessin en live et de pouvoir ensuite directement faire une prédiction. Donc on a développé une petite application pour ça. Comme vous pouvez le voir, Camille est en train de faire un dessin. Alors, je vous laisse deviner ce qu'elle dessine. Puis ensuite, on va demander à notre modèle de le deviner. Donc, c'est un peu comme un Pictionary avec un ordinateur. Voilà. Donc, on va lancer une prédiction. On va attendre le résultat. Et on obtient à 98% un hamburger. Donc, comme vous pouvez le constater, notre modèle nous renvoie de bonnes prédictions. On peut conclure que c'est un modèle efficient et pertinent. Voilà. Pour conclure, nous vous proposons de venir tester pour ceux qui veulent notre modèle et notre application. Et nous vous remercions pour votre attention. Merci à tous. On va probablement passer une soirée créative avec ce nouvel outil autour d'un verre pour fêter tout ça. Merci à tous pour vos présentations. C'était super intéressant. C'était passionnant de vous voir évoluer aussi pendant ces 9 semaines, de vous voir avancer dans cette formation data où on a été ravis de vous accueillir. Je remercie aussi l'équipe enseignante avec toute leur passion, leur bienveillance qui vous ont accompagné. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite le meilleur. On vous souhaite tous le meilleur pour la suite. On a hâte de voir ce que ça va donner en dehors de ces murs. Et on se dit à très bientôt. Merci à tous et bonne soirée.